Le SMS est arrivé à 23h47, un lundi soir. 4 mots, aucune ponctuation avant le point final. C'était un test. Debout devant le plan de travail de la cuisine, dans l'obscurité, je l'ai lu 2 fois parce que la seconde lecture confirmait que la première était exacte. J'ai ensuite posé le téléphone face contre le comptoir, j'ai pris mon bloc-notes juridique et j'ai écrit une ligne en haut d'une page blanche. J'ai rebouché mon stylo, posé le bloc-notes à côté du téléphone. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Sur l'étagère du couloir, juste à la sortie de notre cuisine, trônait une photo encadrée depuis 9 ans. Nous y étions tous les deux, plissant les yeux sous le soleil d'octobre sur les marches d'une petite église du 5e arrondissement de Paris. Elle riait de quelque chose que je venais de dire, et moi je la regardais comme si cette plaisanterie avait fait de moi l'homme le plus chanceux de la cérémonie. C'était une belle photo, le genre qui capture une vérité sur un instant qui n'existe plus. Chaque matin, je passais devant cette photo en allant vers la machine à café. Certains matins, je la remarquais. La plupart du temps, non. Mais elle était toujours là, ce qui est la manière particulière dont les choses importantes deviennent invisibles. Non pas parce qu'elles perdent leur valeur, mais parce que la constance les transforme en mobilier. Ma femme, Chloé, était conseillère en architecture d'intérieur. Elle s'y connaissait en mobilier. Elle comprenait la façon dont une pièce pouvait être agencée pour susciter un certain sentiment, la façon dont les objets étaient porteurs de sens, la façon dont la disposition des choses façonnait les déplacements des gens dans un espace. Elle le faisait professionnellement, entrait chez des inconnus, évaluait ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas, déplaçait les éléments jusqu'à ce que l'environnement corresponde à l'image que son client voulait projeter. Cette compétence déteignait surtout. Je ne l'ai pas remarqué pendant longtemps. Quand on est à l'intérieur de quelque chose, l'architecture est plus difficile à lire. Les samedis matins nous appartenaient depuis le premier mois de notre relation. Un réveil à 6h15, 2 paires de chaussures de course alignées près de la porte d'entrée, un itinéraire qui traversait le jardin du Luxembourg et se terminait à un kiosque à café près de l'Odéon où un homme à qui nous n'avions jamais posé de questions vendait du café dans des gobelets en carton. Sans jamais engager la conversation. Nous courions côte à côte, revenions en sueur et essoufflés, plus que nécessaire pour des gens de notre âge, et nous restions debout devant le kiosque dans la lumière naissante à boire un café qui avait meilleur goût qu'il ne le devrait. Pendant 9 ans, c'était ça, le samedi. Les 2 réveils, les 2 paires de chaussures, le kiosque de l'Odéon. Environ 3 mois avant la règle, elle a cessé de venir. Pas d'explication, pas de grande discussion. Juste un dimanche soir où elle a mentionné qu'elle pensait changer de routine sportive, puis le samedi suivant, son réveil n'a pas sonné. J'ai réglé le mien, j'ai regardé un instant les 2 paires de chaussures près de la porte, j'ai lacé les miennes et j'y suis allé seul. À mon retour, elle était encore au lit. J'ai préparé 2 cafés par habitude, j'ai bu le mien et j'ai versé le sien dans l'évier 1 heure plus tard. Le samedi suivant, la même chose. Et celui d'après. À la 4e semaine, j'avais arrêté de régler son réveil, arrêté de préparer le 2e café. Un petit ajustement, le genre que l'on fait sans l'annoncer. C'était la première chose que j'arrêtais de faire. Ce ne serait pas la dernière. Les incidents, quand j'y repense aujourd'hui, avaient la structure claire d'un dossier en cours de constitution, bien que ce ne soit pas moi qui le constituais. Et pendant longtemps, je n'ai pas reconnu l'acte d'accusation. Tout s'est enchaîné au cours d'une seule semaine de septembre. Chaque fait était banal en soi, mais il s'accumulait en quelque chose que je ne pouvais nommer jusqu'à ce que le dernier lui donne un nom. Dimanche. Nous étions sur le canapé le soir. Elle lisait, moi j'en étais à la moitié d'un article juridique que je voulais terminer depuis une semaine. J'ai tendu le bras et posé ma main sur son épaule. Ce n'était pas une tentative de séduction, pas une demande particulière, juste le contact ordinaire d'une personne touchant quelqu'un avec qui elle dort depuis la majeure partie de sa vie adulte. Elle ne s'est pas raidie. Elle a fait quelque chose de plus discret que cela. Elle s'est décalée, juste un peu, comme on se décale quand quelque chose encombre notre espace et qu'on préfère ne pas l'aborder directement. Elle a tourné la page. Le contact a été rompu. Je suis retourné à mon article. Mardi. Sa clé dans la serrure vers 18h30, le bruit particulier d'une journée qu'elle voulait voir se terminer. Je l'ai rejointe dans le couloir, par habitude, pour le baiser d'accueil et la question rituelle sur sa journée. Elle a détourné la tête avant que je puisse l'atteindre.
J'ai embrassé sa joue au lieu du baiser que je visais. Le client était épuisant, a-t-elle dit, en se dirigeant vers la chambre. Je suis resté un instant dans le couloir, tenant son manteau qu'elle m'avait laissé dans la main en passant, puis je l'ai suspendu au crochet et j'ai repris ce que j'étais en train de faire. Mercredi, c'était notre dîner habituel chez Le Comptoir à Saint-Germain, un restaurant où nous allions depuis assez longtemps pour que le serveur connaisse notre préférence pour la table dans le coin et que notre commande ne nécessite pas de menu pour la première tournée. Elle était en train de raconter ce qu'un client avait fait de déroutant, faisant des gestes avec l'énergie particulière d'une personne qui a plus besoin d'être écoutée que de recevoir une réponse. Ma main s'est déplacée vers la sienne sur la table, le geste automatique de quelqu'un qui a fait cela dans ce restaurant à cette table plus de fois qu'il ne peut les compter. Son verre de vin s'est levé avec cette main avant que le contact ne soit établi. Un mouvement fluide, sans précipitation, totalement naturel en apparence, et le sommelier est apparu pour le remplir. Le moment s'est dissous dans le bruit de la cuisine ouverte et de la foule du soir comme s'il n'avait jamais été tenté. Jeudi. Elle était devant le miroir de la salle de bain, appliquant de l'eyeliner, avec la concentration particulière d'une personne essayant de ne pas faire de bavure. De derrière, j'ai passé mes bras autour de sa taille, le genre de choses que les gens mariés font dans les salles de bain. Elle s'est immobilisée d'une manière spécifique. Pas l'immobilité du plaisir, mais l'immobilité de l'attente que cela se termine. Puis, je vais faire une tâche. Une observation pratique. J'ai reculé. Elle n'a pas regardé mon reflet. Je vais faire du café. Le vendredi soir a apporté le message le plus direct à ce jour. Nous étions au lit, ma main sur sa taille. Pas une requête, pas une négociation, juste une main. Elle s'est déplacée vers le bord du matelas avec l'efficacité de quelqu'un qui avait déjà décidé avant que le contact n'ait lieu. Quelques minutes plus tard, elle s'est levée, a pris un verre d'eau, est revenue et s'est installée sur le côté. La distance entre nous dans ce lit n'était pas grande au sens physique. Elle était d'environ 30 cm. Elle semblait pourtant bien plus architecturale que cela. Je suis resté éveillé un moment après qu'elle se soit endormie. Je ne pensais à rien de particulier, je passais juste la semaine en revue comme je relis la transcription d'une déposition, cherchant l'incohérence, l'endroit où le témoignage ne tient pas. Il n'y en avait pas. Le témoignage était parfaitement cohérent. C'était bien là le problème. La règle est arrivée le samedi suivant. Le dîner, dans notre cuisine, un repas qu'elle avait préparé. Un poulet rôti aux herbes de Provence, quelque chose qui sentait meilleur que ce que l'occasion méritait. Le genre d'effort qui, avec le recul, était le plaidoyer d'ouverture de la conversation qu'elle préparait. Elle a attendu que le vin soit servi. Puis, sur le ton qu'elle utilisait pour les ajustements d'emploi du temps et la logistique, elle a dit « J'ai réfléchi à quelque chose. J'ai besoin que tu arrêtes de prendre l'initiative du contact physique. Je viendrai vers toi quand j'en aurai envie. D'ici là, j'ai juste besoin d'espace pour avoir l'impression que c'est mon choix. » J'ai posé ma fourchette. C'est la règle ? Ce n'est pas une règle, a-t-elle dit. C'est ce dont j'ai besoin pour que les choses me semblent justes en ce moment. Elle ne s'excusait pas. Elle ne demandait pas. Elle informait, de la même manière qu'un client informe un entrepreneur d'une décision de conception qui est déjà finale. Le ton n'était pas méchant. C'était, au contraire, le ton de quelqu'un qui avait répété sa prestation suffisamment de fois pour en lisser les angles. J'ai repris ma fourchette. J'ai mangé. Le poulet était vraiment bon. D'accord, fut la seule chose que je dis. Elle a eu, juste un instant, l'air de s'être attendue à une dispute et d'avoir trouvé un classeur à la place. Puis elle a pris une gorgée de vin, et nous avons terminé le dîner sans en discuter davantage. J'ai passé le reste de la soirée à ne penser à rien de particulier pendant que le mot qu'elle avait utilisé, « besoin », restait quelque part dans un coin de mon esprit comme une pièce à conviction qui n'avait pas encore été produite. Plus tard cette nuit-là, seul avec mon bloc-notes sur le comptoir de la cuisine après qu'elle soit allée se coucher, j'ai écrit la date en haut d'une page blanche. En dessous, j'ai écrit une phrase. Elle dit que c'est une règle. C'était le premier jour. Un avocat spécialisé en contentieux lit les contrats au sens littéral. Ce n'est pas un trait de caractère. C'est une compétence de survie professionnelle. Les accords signifient ce qu'ils disent. Lorsqu'un terme est ambigu, on note l'ambiguïté et on s'y prépare. Lorsqu'un terme est sans ambiguïté,
on l'honorait exactement et on exige de l'autre partie le même standard. Les termes qu'elle m'avait donnés étaient sans ambiguïté. Pas d'initiative. Elle viendrait à moi. D'ici là, de l'espace. Alors je lui ai donné de l'espace. Pas comme une punition, pas comme une stratégie, pas comme un coup dans un jeu. Du moins pas au début. J'ai honoré le contrat parce que c'est ce que je fais avec les contrats. J'ai arrêté de chercher sa main le matin. J'ai arrêté la tentative de baiser dans le couloir. J'ai arrêté la main sur l'épaule, la main au bas du dos quand nous nous croisions dans la cuisine. J'ai arrêté chaque petite habitude physique qu'un long mariage avait rendue automatique. Et j'ai remplacé chacune d'elles par le comportement neutre et ordinaire d'un homme qui mène sa vie. 7e jour. 14e jour. 21e jour. Elle n'a pris aucune initiative. Pas une main sur mon bras. Pas un baiser de bonjour. Pas un frôlement dans la cuisine quand nous tendions tous les deux la main vers la même chose. L'accord était qu'elle viendrait à moi quand elle le voudrait. J'ai continué d'attendre l'envie. Les jours se sont accumulés sans elle. Ce que j'ai remarqué, et noté sans le raconter à personne, y compris à moi-même, c'est qu'elle semblait plus légère. Pas forcément plus heureuse, mais moins accablée. De la même façon qu'une personne semble se comporter quand quelque chose qui lui pesait discrètement a été retiré. Elle se déplaçait plus librement dans l'appartement, prenait plus de place sur le canapé, dormait mieux. La règle avait apparemment résolu un problème que je ne savais pas que je créais. 30e jour. J'ai préparé un seul café, je l'ai posé sur le comptoir et je suis resté là un moment à regarder l'unique tasse dans l'appartement silencieux avant qu'elle ne descende. Puis j'ai tiré mon bloc-notes vers moi et j'ai écrit en haut d'une nouvelle page, 30 jours. Elle n'est jamais venue. Pas une accusation. Juste le constat. Le matin du 31e jour était un samedi. Le réveil a sonné à 6h15. Un seul réveil. Je me suis levé, je suis descendu, j'ai lacé mes chaussures de course près de la porte. Sa paire était sur l'étagère du placard du couloir, où je les avais rangées 3 semaines auparavant sans en parler. Elle était réveillée. Je l'entendais bouger dans la chambre. L'ancien scénario aurait été de l'appeler pour lui demander si elle venait. D'attendre. De lui donner les 5 minutes nécessaires pour décider. Au lieu de cela, j'ai franchi la porte alors que le quartier était encore presque endormi. J'ai couru le long des quais de Seine à une allure que je n'avais pas tenue depuis des mois. Et je suis arrivé au kiosque essoufflé, avec un sentiment pour lequel je n'avais pas de mots. Comme si j'avais récupéré quelque chose qui était resté vide. Un café. Le cafetier me l'a tendu avec le silence professionnel d'un homme qui a vu assez de samedis parisiens pour savoir quand ne pas poser de questions. Quand je suis rentré, elle était à la table de la cuisine. La façon dont elle m'a regardé quand je suis entré. Ce mélange particulier de surprise et de quelque chose qui se goupille derrière ses yeux. Je l'ai mémorisé comme je mémorise un moment révélateur lors d'un contre-interrogatoire. Archivé. Utile. Tu es allé courir, a-t-elle dit. Oui. Tu ne m'as pas demandé si je voulais venir. Le gobelet en carton était encore dans ma main. Chaud. Tu as arrêté de venir il y a 3 mois, lui ai-je dit. Je me suis adapté. Il y eut un silence pesant. Puis j'ai versé un verre d'eau. Je suis monté prendre ma douche. Et j'ai laissé le silence là où il était. Quand je suis redescendu, elle en était à sa 2e tasse de café. Regardant la porte d'entrée fermée. Préparer une seule tasse de café au lieu de 2. Cet acte simple, répété sans annonce pendant des semaines, avait apparemment dit quelque chose que plusieurs conversations n'avaient pas réussi à exprimer. Parfois, l'argument le plus précis est celui que l'on n'énonce pas à voix haute. Mon bloc-notes était sur le comptoir. Je me suis assis devant. Elle s'est retournée. Je vais arrêter d'essayer de comprendre ce que j'ai fait de mal, ai-je dit, sans lever les yeux. Elle est restée là un moment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la règle fonctionne dans les 2 sens maintenant. Elle m'a regardé écrire quelque chose sur le bloc. Je n'écrivais rien de particulier. Juste le geste d'un homme qui s'est remis à son propre travail. C'était suffisant pour le moment. C'était, en fait, tout le but de la manœuvre. La semaine qui a suivi a eu la qualité d'une expérience contrôlée. C'est ainsi que j'y pense maintenant.
Je n'exécutais pas un plan. Je me comportais simplement de la manière que la situation exigeait logiquement. Et j'observais ce qui se passait. Lundi. Pas de SMS de courtoisie pendant la journée. J'en avais envoyé fidèlement pendant des années. Des petits messages d'entretien qui disaient « Je pense à toi », sans le dire avec ces mots. Un SMS est arrivé de sa part à 10 heures. Matinée bizarre. Tu vas bien? Je l'ai lu à midi. Et j'ai répondu 3 heures plus tard par un seul mot. Bien. Elle a attendu la suite. La suite n'est pas venue. Mardi. Elle m'a demandé de passer au pressing et de prendre du vin sur le chemin du retour. Un dîner avec un client qu'elle recevait jeudi. Elle avait besoin de 2 bouteilles. Le pressing fermait à 19 heures. L'ancienne version de moi l'aurait noté. L'aurait intégré à son itinéraire. Aurait rapporté les 2. Sans mentionner le désagrément. J'ai quelque chose après le travail, lui ai-je dit. Le pressing devra attendre. Elle m'a fixé un instant. Depuis quand as-tu des projets le mardi? Depuis que j'ai commencé à en faire. Elle a semblé vouloir insister puis y a renoncé. Je suis retourné à ma lecture. Ce que j'avais après le travail, c'était un tabouret au bar Le Syndicat rue du Faubourg Saint-Denis. Et 1 heure avec un roman que j'avais négligé. Le genre de soirée que j'avais cessé d'avoir quelque part au cours d'un mariage où sa logistique avait discrètement évincé la mienne. Je n'ai rien expliqué de tout cela. Ce n'était pas pertinent par rapport à sa question. Mercredi. J'ai annulé notre réservation habituelle au restaurant à 16 heures. Un SMS. Pas ce soir. Elle a appelé immédiatement. J'ai laissé sonner et j'ai répondu par SMS. À la maison à 19 heures. Quand je suis arrivé, elle avait commandé à emporter. Elle avait mis un seul couvert à table. Cela a été enregistré sans commentaire. Elle avait fait une supposition. Et pour une fois, la supposition était correcte. Je me suis préparé une assiette avec ce qu'il y avait dans le réfrigérateur. Et j'ai mangé au comptoir. À mi-chemin. Depuis la table, tu aurais pu me le dire plus tôt. Je te l'ai dit. Une raison? La vraie raison? Je n'étais pas d'humeur pour un restaurant. C'était la fin du sujet. La chaise vide à notre table habituelle pouvait remplacer n'importe quelle explication que je n'avais pas donnée. Jeudi. Une amie à elle est venue dîner. Une femme qu'elle connaissait depuis avant notre rencontre. Une de ses amitiés avec assez d'histoire pour qu'elle forme un bloc dont j'étais toujours un peu exclu. J'ai été civil. Poli. Présent. Je n'ai pas fait le spectacle. Son ami m'a regardé pendant un blanc dans la conversation et a dit « Elle dit que tu es un peu distant ces derniers temps. » Je suis constant, ai-je répondu. Puis je me suis excusé. Je suis retourné dans mon bureau. Et j'ai fermé la porte. Après le départ de l'ami, ma femme m'a trouvé là. C'était impoli, a-t-elle dit depuis le seuil. J'ai été poli. Je n'étais juste pas d'humeur à divertir la galerie. Je me suis retourné vers le dossier que je lisais. La conversation était terminée. Vendredi. Elle est rentrée à 21h30. Plus tard que d'habitude. Franchissant la porte avec l'énergie particulière d'une personne qui attend qu'on lui demande où elle était. J'étais au comptoir de la cuisine avec une bière et mon bloc-notes. J'ai levé les yeux. Salut. Je me suis remis au bloc. Tu ne vas pas me demander où j'étais? Le ton n'était pas tout à fait une accusation. Plutôt une incitation. Au cas où j'aurais oublié mon texte. Pas particulièrement. J'ai dîné avec un client. Ça a traîné. D'accord. Un silence s'est installé. Tu ne vas vraiment rien dire? À propos de quoi? Ce silence était plus intéressant que tout ce que l'un d'entre nous aurait pu y injecter. Elle est montée. J'ai entendu la douche couler et je suis retourné à mes notes. L'histoire de la veste s'est passée un jeudi soir. Une semaine après cela. Elle avait été à un rendez-vous client dans le centre. Une visite de showroom. Elle l'avait mentionné le matin même. Un nouveau client commercial. Rénovation de bureau. Le genre de projet qui impliquait généralement 2 ou 3 visites sur site en quelques semaines.
Elle est rentrée. Et elle a laissé sa veste sur le dossier d'une chaise de cuisine. Pas sa chaise habituelle. L'autre? Ce qui était un détail insignifiant, exactement le genre de petit détail que je ne remarquerais pas normalement. Je l'ai ramassée pour la mettre au crochet. Et l'odeur m'a atteint avant la réflexion. Pas son parfum. Plus chaud que ça. Boisé. Avec quelque chose en dessous qui ne venait pas d'un showroom. Pas d'échantillon de tissu. Pas de quelque chose qui provienne d'une pièce évaluée professionnellement. Quelque chose qui venait de la proximité avec une personne spécifique pendant un certain temps. J'ai tenu la veste une seconde de plus. Puis je l'ai suspendue au crochet près de la porte. Et j'ai allumé la machine à café. Et je suis resté au comptoir pendant qu'elle coulait. Regardant dans le vide, les mains à plat sur le plan de travail. Le travail de décoration d'intérieur implique de la proximité. Des espaces restreints. Se pencher sur des tables. Examiner des échantillons. Se déplacer ensemble dans des espaces. Tout cela était vrai. Ce qui était vrai aussi, c'est que l'odeur sur sa veste ne provenait d'aucun espace que je connaissais. Et de personne que je connaissais. Et j'aurais pu lister chaque parfum et eau de Cologne qu'elle possédait, aucun n'était celui-là. Je l'ai archivé. C'est le seul mot pour ce que j'ai fait. Pas supprimé. Pas nié. Archivé. Une pièce à conviction marquée mais pas encore produite. Sur mon bloc-notes cette nuit-là, après qu'elle soit allée se coucher, j'ai écrit un seul mot et je l'ai souligné. Modèle. 2 jours plus tard. Samedi après-midi. Tôt. J'étais dans mon bureau, la porte entr'ouverte. Je relisais des dépositions. Elle était dans le salon. Sa voix a changé de registre. Pas un murmure. Mais cette baisse particulière de ton et de volume qu'une personne utilise quand une conversation n'est pas censée s'entendre dans les autres pièces. Une voix contenue. Une voix consciente de son acoustique. Je n'ai pas bougé. Je ne me suis pas penché vers la porte. J'ai entendu le rire. Bref. Involontaire. Le genre de son qui a sa propre origine spécifique. Au début de notre mariage, elle riait comme ça à ce que je disais. Pas un rire social. Pas un amusement poli. Mais le vrai. Je ne l'avais pas entendu depuis longtemps. Une phrase m'est parvenue avant qu'elle ne se dirige vers la chambre. Je sais. Je sais. Moi aussi. La porte de la chambre s'est refermée avec un déclic. Sur le bloc-notes, à côté du mot souligné du jeudi, j'ai tracé une seule ligne horizontale. Et j'ai rebouché le stylo. Un dossier n'a pas besoin de confession pour être constitué. Il a besoin d'un modèle répétitif. Et de la volonté de le lire. On m'avait présenté les deux. Ce soir-là, elle est venue me chercher. Inhabituellement chaleureuse. Me demandant si je voulais regarder quelque chose avec elle. Je suis au milieu de quelque chose, ai-je dit. Peut-être plus tard. Le plus tard est venu et reparti sans que je n'apparaisse dans le salon. Et à 22 heures, j'étais au lit. Elle est montée vers 23 heures. J'étais encore éveillé. Tourné à l'opposé de la porte. Elle bougeait discrètement. La discrétion spécifique de quelqu'un qui essaie de ne pas avoir à rendre de compte. Vers 23h30, j'ai entendu sa voix à nouveau depuis la salle de bain. Plus basse cette fois. Brève. Se terminant par un son doux que j'ai reconnu même à travers une porte fermée. Je ne suis pas resté éveillé à construire des scénarios. Le scénario s'était déjà construit tout seul. Ce que j'ai fait à la place, c'est laisser la connaissance s'installer à sa juste place dans le dossier. Pas au centre. Pas comme point culminant. Juste comme contexte. La veste, le rire, la voix étouffée et les 30 jours pendant lesquels elle n'avait jamais une seule fois cherché à me toucher. C'était un dossier complet. Chaque plaidoirie a besoin d'une théorie. La mienne en avait une désormais. Le dimanche après la veste, elle a fait des pâtes. Les pâtes du deuxième rendez-vous. Celles qu'elle faisait quand nous étions encore nouveaux l'un pour l'autre. Et chaque dîner avait un petit côté théâtral. Des bougies. Un bon Saint-Émilion. L'appartement sentait comme il sentait autrefois quand nous recevions du monde et qu'elle voulait que la soirée ait du cachet.
Je me suis dit qu'on pourrait avoir un vrai dîner ce soir, a-t-elle dit. Ça ressemble à un bel effort. Je voulais faire quelque chose de gentil. La nourriture était excellente. Ce que j'ai reconnu. Le timing était ce qu'il était. Ce que j'ai aussi reconnu. C'est le premier dîner que tu cuisines depuis environ 6 semaines, ai-je dit. Je note le timing. Elle m'a regardé manger. Je n'ai pas renchéri sur le compliment. Un compliment qui ne mène nulle part est une déclaration en soi. Lundi soir, elle a éteint la télévision quand je suis sorti de la cuisine. Le signal universel, je veux toute ton attention pour ce qui va suivre. J'ai l'impression que nous sommes des étrangers ces derniers temps, a-t-elle dit. J'ai levé les yeux du bloc-notes. Des étrangers? Tu vois ce que je veux dire. Distant. Je t'ai donné exactement ce que tu as demandé. De l'espace, pas de pression, pas de contact non sollicité. Tu as conçu cela. J'y ai vécu. Il y eut un long silence, le genre qui se forme quand quelqu'un reçoit un fait contre lequel il doit argumenter mais dont il ne trouve pas l'angle d'attaque. Après le temps approprié, j'ai repris le bloc-notes. Elle m'a regardé retourner à mon travail. Ce simple geste, un homme retournant à ses propres affaires, était le congé signifié. Mercredi soir, elle est venue se coucher en portant quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Quelque chose du début du mariage, à l'époque où elle organisait ses soirées comme elle organisait les pièces. Avec intention, avec le but précis d'un effet précis. Elle s'est déplacée vers mon côté du lit et a posé sa main sur mon bras. « Tu me manques » a-t-elle dit. « Vraiment ? C'est une question ? Une observation. Elle a dit qu'elle voulait être proche à nouveau, et j'ai posé le livre et je l'ai regardé directement pour la première fois depuis longtemps. Tu as fixé une règle. Il y a un mois, pas de contact à moins que tu ne l'inities. Je l'ai honoré. Chaque jour. Elle a demandé si c'était de cela qu'il s'agissait. Il s'agit du fait que tu n'as jamais pris d'initiative. Pas une seule fois. Pendant 30 jours. Ce soir, quelque chose a changé pour toi, et tu t'attends à ce que l'interrupteur fonctionne dans le même sens. J'ai repris mon livre. Ce n'est pas le cas. Elle est restée assise sur le bord du lit un moment, puis s'est levée. Je l'ai entendue bouger en bas pendant 1 heure. J'ai laissé cela s'ajouter au reste. Vendredi, elle est rentrée en ayant l'air sincèrement fatiguée, ou en faisant une imitation convaincante. J'avais cessé de faire la distinction. Elle s'est assise au comptoir de la cuisine et est restée silencieuse un moment. J'ai été confuse à propos de certaines choses, a-t-elle fini par dire. Quelle chose? Nous. Ce que je veux. Si j'ai été. Elle s'est arrêtée. C'est de bonne guerre, ai-je dit en posant mon café. Pendant toutes ces années de mariage et de procès, j'avais entendu de bonne guerre ou juste utilisé d'une façon spécifique. Comme le mot qu'une partie plus forte saisit quand l'argumentation bascule. Je l'ai reconnu pour le signal que c'était. Le juste est une barre bien basse, ai-je dit. Je n'ai pas demandé à ce que ce soit juste. J'ai demandé à être désiré. C'est un mot différent et un standard considérablement plus élevé. Elle a eu l'air de décider si elle allait pleurer. J'ai fini mon café, rincé la tasse et je suis allé me préparer pour la course du lendemain matin. Dimanche, elle m'attendait dans la cuisine quand je suis rentré. Assise, pas debout. Un détail qui comptait. Debout est une position de départ. Assis est une position de quelqu'un qui a l'intention de rester. Elle a dit qu'elle devait me dire quelque chose. J'ai versé un verre d'eau, je me suis appuyé contre le comptoir, je n'ai rien dit. J'ai passé beaucoup de temps avec quelqu'un. Un silence. Un client. Il traversait des épreuves et nous avons discuté. Plus qu'il n'est probablement approprié. Probablement. Je ne dis pas qu'il s'est passé quelque chose. D'accord. L'absence de la réaction qu'elle attendait était, je le voyais, sa propre forme de déstabilisation. Elle s'était préparée pour une scène spécifique, jalousie, accusation, escalade. Quelque chose sur quoi elle pourrait s'appuyer. Elle a trouvé un homme buvant de l'eau près du comptoir et l'écoutant avec cette qualité d'attention que les tribunaux appellent la neutralité. Je te dis ça parce que je veux être honnête. Tu me dis ça parce que l'autre direction a cessé de fonctionner, ai-je dit. L'honnêteté, c'est ce qu'il te reste.
Elle a commencé à dire que ce n'était pas ça, et j'ai demandé quel était son nom. Silence. Ça n'a pas d'importance, a-t-elle dit. C'est exact. Ça n'en a pas. Le fait qu'elle ne puisse pas prononcer son nom était la seule confirmation dont j'avais besoin. J'ai posé le verre d'eau et me suis dirigé vers le couloir. Quand je redescendrai, j'aimerais que tu réfléchisses à ce que tu veux réellement. Pas à ce que tu veux sauver par dépit. Il y a une distinction qui mérite d'être faite entre ces deux choses. Je suis monté. L'appartement était silencieux derrière moi. Lundi après-midi, elle est rentrée tôt. Plus tôt que d'habitude. Franchissant la porte avec l'énergie spécifique de quelqu'un qui a pris une décision et doit la livrer tant que sa résolution est intacte. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-elle commencé. Je veux ça. Nous. Je voulais juste. Je testais si tu te battrais pour ça. Le mot a atterri dans la pièce avec une sorte de finalité glaciale. Tu testais? La règle. J'avais besoin de savoir que tu tenais assez à moi pour t'y opposer. Pour ne pas simplement l'accepter. Donc la règle était un test, ai-je dit. Je sais comment ça sonne. Dis-moi quelle était la bonne réponse censée être. Elle a dit qu'elle voulait que je refuse. Que je lui dise que ce n'était pas acceptable. Que je me batte pour nous. Je l'ai regardé un instant avant de parler. Tu voulais que je transgresse une limite que tu avais fixée pour que tu puisses utiliser cette violation comme preuve que je ne te respectais pas. Ou tu voulais que j'accepte la limite pour que tu puisses utiliser cette acceptation comme preuve que je m'en fichais. Dans les deux cas, la réponse était un échec. Ce n'est pas un test d'amour. C'est un piège conçu sans issue. Elle a commencé à dire que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Chacune des réponses que tu as conçues a échoué, ai-je dit. C'est le résultat du test. Le résultat est valide, que ce soit celui que tu voulais ou non. J'ai pris mes clés. Elle a demandé où j'allais. Faire un tour, ai-je répondu. Puis je suis sorti. Les quais de Seine étaient sombres à cette heure. Éclairés sur les bords par l'ambre particulier de la ville. Je me suis assis dans la voiture près de l'eau, j'ai éteint la radio et j'ai laissé tourner le moteur. Je ne pensais pas exactement. Je transformais les informations d'une manière qui exige de l'immobilité plutôt que de l'analyse. Mon téléphone a vibré, une notification de message vocal. Je l'ai laissé. Je suis resté encore 10 minutes. Puis j'ai passé la marche avant et j'ai pris la direction de la maison. Et quelque part sur le périphérique, j'ai lancé le message vocal sur le Bluetooth et je l'ai laissé se diffuser par les haut-parleurs. Sa voix, parlant trop vite comme le font les gens quand ils ont peur du silence entre les phrases. S'il te plaît, rentre à la maison. Je sais comment ça a sonné. Je te testais. J'avais juste besoin de savoir que tu voulais toujours ça. Que tu te battrais. Que je n'étais pas la seule à m'en soucier. S'il te plaît, rappelle-moi. J'ai juste besoin de te parler. S'il te plaît. L'audio s'est arrêté. La voiture est restée silencieuse un moment. Juste le bruit des pneus sur la route et le bourdonnement ambiant de la nuit. Je n'ai pas rappelé. L'appartement était sombre quand je suis rentré. Elle était en haut. Je me suis tenu devant le comptoir de la cuisine sous l'unique lumière du plafonnier, le bloc-notes était juste là où je l'avais laissé, et le téléphone était dans ma main. J'ai regardé son nom dans mes contacts un instant. Puis j'ai ouvert un nouveau message, tapé 3 mots, ajouté un point et je l'ai envoyé. Félicitations. Tu as échoué. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le comptoir à côté du bloc-notes. Le bruit qu'il a fait en se posant était exactement le même que n'importe quel autre moment ordinaire dans cette cuisine. Il y avait quelque chose de presque drôle là-dedans. Presque. Le test qu'elle avait conçu avait finalement une bonne réponse. Pas celle qu'elle avait prévue. Elle voulait savoir si j'allais lui courir après. La bonne réponse, il s'est avéré, était que je ne le ferais pas. Elle avait son résultat. Les données étaient complètes. Mardi matin, elle est descendue tenant son téléphone à 2 mains. De la façon dont les gens tiennent les objets quand ils essaient de décider quoi en faire. J'étais au comptoir avec mon café, relisant mes notes de déposition. Ce message, a-t-elle dit. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que échouer veut dire? Ça veut dire que le test a produit un résultat auquel tu ne t'attendais pas,
ai-je dit. Un résultat inattendu reste un résultat. Elle est restée là. Tu n'es même pas en colère. Non. C'est pire, d'une certaine façon. Je sais. J'ai tourné une page. Elle m'a regardé ne pas tendre la main vers la deuxième tasse. 9 ans à préparer la deuxième tasse, et son absence parlait d'elle-même maintenant. Elle a demandé si je la quittais. Je ne te quitte pas, ai-je dit. Je finis ce que tu as commencé. Cette distinction m'importe. La destination est la même. Elle n'a pas répondu. Il n'y avait rien à répondre. Cet après-midi-là, j'étais dans mon bureau à la Défense, au 20e étage. Je suis allé dans la salle de conférence vide, j'ai fermé la porte et j'ai appelé un confrère au bout du couloir. Un avocat en droit de la famille avec qui j'avais travaillé sur un dossier 2 ans auparavant. Conversation brève. Professionnelle. Courtoise. Un rendez-vous pour jeudi. J'ai raccroché et je suis resté devant la baie vitrée à regarder l'esplanade en bas. Les gens pressés, les taxis et le gris spécifique du ciel parisien dans la lumière de l'après-midi. Toutes ces années à tendre la main. À me présenter les mains pleines et sans rien retenir. J'avais cru que c'était ce que le mariage exigeait. De la constance. De l'effort. La volonté de continuer à tendre la main même quand le mouvement n'allait que dans un sens. Ce que je lui avais appris, sans le vouloir, c'était quelque chose que je n'avais pas eu l'intention d'enseigner. Certaines leçons prennent 9 ans pour être vues clairement de l'autre côté. Mercredi soir, elle attendait encore. Il y avait une qualité différente maintenant. L'attente était passée de l'attente confiante de quelqu'un qui sait que l'autre finira par revenir à l'attente incertaine de quelqu'un qui n'est plus sûr des termes du contrat. Elle a proposé une thérapie de couple. Elle a proposé de rompre tout contact avec le client. Elle a proposé de passer le week-end ailleurs. Un changement de décor. Une remise à zéro. La séquence de propositions qui arrive quand les gestes individuels sont épuisés. J'ai écouté tout cela. Quand elle eut fini, j'ai dit, ce sont toutes des choses que tu proposes d'arrêter. Rien que tu ne proposes de commencer. Elle n'a pas répondu. On ne peut pas construire quelque chose sur l'absence de dégâts, ai-je dit. C'est juste rester dans une pièce une fois que l'incendie est éteint. Puis je me suis dirigé vers l'étagère du couloir. La photo du mariage était là depuis la semaine de notre emménagement, soit 3 semaines après notre retour de lune de miel, un détail qui en disait long sur les gens que nous étions au début. Tous deux plissant les yeux dans la lumière d'octobre. Elle riant. 9 ans sur une étagère. Je l'ai prise. Je l'ai posée face contre terre sur la console. Pas jetée. Pas emballée. Juste posée, face contre le bois, pour qu'aucun de nous n'ait plus à la regarder. Elle l'a vue quand elle s'est retournée. Son visage a fait le travail qu'une longue explication aurait fait moins efficacement. Je suis monté sans un mot. Elle est restée où elle était. La porte de la chambre d'amis s'est refermée sans bruit derrière moi. Le divorce est en cours. Cette phrase a pour moi le même poids que la plupart des processus juridiques. Procédural, séquentiel, une série d'étapes qui avancent dans une seule direction. Je sais comment les dossiers avancent. J'ai mon rendez-vous le jeudi matin avec un confrère qui est précis et impartial, ce dont j'ai besoin. Elle a appelé 11 fois au cours des 2 premières semaines après mon emménagement dans mon nouvel appartement près du canal Saint-Martin. J'ai laissé sonner. Les messages vocaux que j'ai écoutés ne m'ont rien appris de nouveau. Ceux que je n'ai pas écoutés, j'ai supposé qu'ils me racontaient le même vide. Elle a envoyé des SMS assez fréquemment et j'ai répondu à 2 d'entre eux. Le transfert du bail et le compte joint. Tous 2 pratiques, tous 2 nécessitant une réponse. Le bail avait toujours été à son nom. Elle avait l'appartement avant que nous n'emménagions ensemble et le remettre à son seul nom a été la chose la plus simple que nous ayons faite pendant cette période. Le reste ne nécessitait pas de réponse, donc n'en a pas reçu. Il y a eu un message vocal au 3e mois. Tard dans la nuit. Différent de registre par rapport au précédent. Plus calme. Sans ce courant d'urgence qui avait poussé les premières tentatives. Sa voix y était plus petite d'une certaine façon. Sans mise en scène. Je sais que tu ne vas pas me rappeler, commençait-il. Puis un silence. Je voulais juste dire que je comprends maintenant ce que le test mesurait réellement. Je ne voulais pas mesurer ça.
Je l'ai écouté une fois. J'ai posé le téléphone. Il est resté dans mon dossier de messages vocaux pendant 3 jours, puis je l'ai supprimé. Non pas par émotion particulière, mais de la manière ordinaire dont une personne nettoie ce qui n'a plus besoin d'être gardé. Le premier message vocal avait été une exigence déguisée en vulnérabilité. Celui-ci était autre chose. Peut-être réel. Peut-être juste une phase ultérieure de la même chose. J'avais cessé d'être la personne qui dépensait de l'énergie à faire cette distinction. La distinction ne changeait pas la conclusion de toute façon. L'appartement du canal Saint-Martin a une cuisine orientée vers l'est. Par les matins clairs, la lumière entre par la fenêtre avec un angle allongé sur le comptoir où repose mon bloc-notes. Et la machine à café fonctionne avec le bruit particulier d'une machine qui n'appartient qu'à une seule personne. Et les chaussures de course près de la porte d'entrée sont une seule paire et le sont restées depuis le premier matin. Les réveils du samedi sonnent à 6h15. Un seul réveil. L'itinéraire à travers Paris prend environ 40 minutes à l'allure que j'ai adoptée, qui est plus rapide que celle à laquelle je courais quand j'adaptais mon pas à celui de quelqu'un d'autre. Le kiosque est là où il a toujours été. Et l'homme derrière me tend mon café avec la même économie professionnelle que d'habitude. Et je reste debout dans la lumière naissante à le boire comme on boit quelque chose qui coûte moins que ce qu'il vaut. La course se termine dans une cuisine où je suis la première chose à s'éveiller. Elle se terminait autrefois dans une cuisine où je me demandais si la personne à l'intérieur voulait que je sois là. Les 2 cuisines faisaient du café. Une seule d'entre elles m'obligeait à porter une question qui n'avait jamais reçu de réponse. Quelque part à l'autre bout de la ville, elle est peut-être en train de traverser l'espace de quelqu'un en ce moment. Évaluant ce dont la pièce a besoin. Décidant de l'emplacement des choses. Organisant le mobilier jusqu'à ce que l'environnement reflète le sentiment que son client essaie de projeter. Elle est très douée pour ça. Elle comprenait comment les objets étaient porteurs de sens. Comment la disposition façonnait les mouvements des gens. Comment une pièce pouvait être orchestrée pour susciter une émotion particulière. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que les éléments qu'elle déplaçait finiraient par ne plus être disponibles pour être manipulés. Coupons court au bruit et venons à ce qui compte vraiment ici. Parlons du test, parce que c'est la partie qui devrait faire réfléchir tout le monde. Elle a conçu une situation sans aucune bonne réponse possible. Respecter la règle, c'était prouver qu'on ne s'en souciait pas. Enfreindre la règle, c'était prouver qu'on ne la respectait pas. Chaque résultat lui remettait exactement le récit dont elle avait besoin. Et puis, quand vous avez réussi le test en refusant simplement de jouer le jeu, elle a appelé cela un échec. Ce n'est pas un test d'amour. C'est un tribunal où le verdict a été écrit avant même que vous n'y entriez. Le message vocal disait tout. Pas « tu me manques ». Pas « j'avais tort ». Mais je te testais. Comme si l'expérience elle-même justifiait tout ce qui avait précédé. Vous n'avez pas échoué à son test. Vous avez décliné l'invitation à le passer. Ce sont 2 choses très différentes, et seule l'une d'entre elles permet à une personne de conserver son respect de soi intact. Écoutez bien. Quiconque conçoit un test où vous aimez correctement signifie soit enfreindre une règle, soit accepter une punition, a déjà décidé de la fin de l'histoire. Ne postulez pas pour un rôle écrit pour quelqu'un d'autre.